Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode des Diabétons Paroles d'Acadia. Donc nous sommes avec Solène et Arnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors le but de ce premier rendez-vous qui après sera mensuel, c'est donc d'échanger avec différents acteurs d'Acadia en direct pour permettre à tous nos spectateurs d'interagir directement avec nos invités. Donc voilà, n'hésitez pas à tous ceux qui nous regardent de poser vos questions en commentaire. J'essaierai de les poser à nos invités à un moment important. Donc moi je me présente, je suis Dorine Grasso, donc j'ai rejoint l'équipe Acadia en novembre sur l'équipe support. Voilà, donc vous me verrez plus tard, pas aujourd'hui, mais voilà, on présentera toute l'équipe. Donc Solène et Arnaud, bonjour à nouveau. Donc je vais vous présenter rapidement. Vous êtes donc tous les deux cofondateurs de l'association Acadia, donc fondée en 2015. Mais vous êtes également parents de Théovic qui a déclaré un diabète tout jeune dans son enfance. Est-ce que vous pouvez justement, on va directement commencer par se reprojeter en arrière et nous dire un petit peu, voilà, quand Théovic a été diagnostiqué diabétique, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Juste quelques éléments de cadrage justement par rapport à la découverte du diabète. Théovic aujourd'hui il a bientôt 16 ans et on a découvert son diabète un peu avant ses 2 ans en fait, quelques jours avant Noël. Merci du cadeau. Alors nous, la découverte, elle s'est faite, on va dire, de façon progressive en réalité, parce que en fait, on avait connaissance des signes précurseurs du diabète, notamment le fait de faire beaucoup pipi, d'avoir des comportements un peu différents, etc. Et donc en fait, on a eu la chance, entre guillemets, de ne pas le découvrir avec un coma diabétique, avec un coma hyperglycémique. Donc on a fait les tests au fur et à mesure, tests urinaires, prise de sang, etc. Et du coup on l'a découvert juste avant Noël, un peu avant de partir en vacances. Donc il avait pas 2 ans. Et en fait, la découverte, c'est forcément... nous, on l'a pas découvert d'un coup, on l'a découvert au fur et à mesure. Bah, surtout sur un bébé, oui. Et surtout, oui, il n'avait pas 2 ans. Donc voilà, par contre, c'est forcément un choc parce que quand le diagnostic tombe, c'est le diabète, on sait que le diabète, c'est à vie, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de thérapie. Du coup, on ne sait pas vers quoi est-ce qu'on va exactement. Par contre, on découvre assez vite aussi, parce qu'en fait, c'est direct l'hospitalisation, une semaine, donc on a fait Noël à l'hôpital, et jour de Noël à l'hôpital. C'est un sentiment un petit peu particulier, parce que vraiment, là, vous prenez une chape de plomb, vous êtes un peu perdu. En plus, comme vous n'êtes pas chez vous, vous êtes dans un milieu qui est différent, un milieu qui n'est pas forcément où il se passe de belles choses, l'hôpital, mais aussi où on n'est pas là pour rien. Donc c'est très particulier. Comment dirais-je, on a des angoisses, on a des peurs, on peut avoir, enfin on se demande ce qui nous arrive et puis on sait que ça ne sera pas la même chose. Voilà. Donc moi, j'ai des souvenirs qui sont encore très présents où c'est assez lourd en fait, Ouais. c'est très lourd et on se dit qu'est-ce qui nous arrive, un peu assommé, une petite forme de sidération. Donc la Théovic était restée une semaine à l'hôpital. Ouais, jours. une semaine ou 10 10 jours, jours. je sais plus. Ouais. Et vous, Solène, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous l'avez vécu? Oui, alors moi, bien différemment finalement, je m'en aperçois aujourd'hui. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui nous arrive justement. Même en étant un peu préparé aux symptômes et tout ça, moi clairement, je ne pensais pas de passer 10 jours à l'hôpital. J'étais enceinte de 3 mois, un peu plus de 3 mois. Et la première nuit, donc il y avait un seul parent qui pouvait rester. Ça a été un peu terrible parce que Théovic était en limite de protocole justement de coma hyperglycémique. Et du coup, on a dû appliquer le protocole assez rude qu'il était branché de partout avec des électrodes. Et donc, toute la nuit à côté, sans savoir ce qu'il fallait vérifier, mais je voyais son cœur et je ne savais pas s'il allait s'arrêter. Enfin, c'était très angoissant. Et alors que je m'attendais à peut-être repartir le soir même à la maison, etc., ça tombe un petit peu, effectivement, c'est un peu la douche froide. Et surtout, on n'a pas de visibilité sur ce qui peut se passer derrière. On sait que c'est à vie, mais
on ne sait pas l'organisation, on ne peut pas se rendre compte de l'organisation qu'il faut derrière. Mhm. Mais on y vient très vite, hein, parce qu'après, les choix qui s'imposent, la pompe ou la piqûre. Donc voilà, nous on a fait le choix de la pompe à insuline, mais c'est très vite beaucoup impactante notamment sur les nuits, parce que donc on se levait à peu près 3 fois par nuit. Il faut tout inscrire, etc. sur des papiers, il faut suivre. Et c'est un chamboulement complet de la vie au quotidien. Puis très vite, moi au bout de 3 ans, j'étais épuisée de me lever aussi toutes les nuits. Et du coup, j'ai vite passé le relais à Arnaud, qui lui aussi s'est épuisé et a dû changer de travail. Et même, on a dû s'habituer ou s'adapter à la vie de tous les jours. Une petite anecdote, on avait un système de garde qui était crèche et nounou. Donc déjà, c'était un peu angoissant de se dire, est-ce que les deux vont garder Théovic avec cette problématique. Donc il faut former systématiquement tous les cadres qui s'occupent de l'enfant. Et donc c'est des journées en dehors de son travail à former, puis à être à disposition aussi. Puis plus tard, être à disposition pour les sorties scolaires, pour permettre à l'enfant de vivre comme tout le monde. Donc j'ai le souvenir en CP d'une copine de Théovic qui lui a demandé une feuille, il ne voulait pas lui la donner, et donc elle lui a dit, si tu ne me donnes pas la feuille, je te coupe ton fil de ta pompe. Et il n'a pas voulu lui la donner, donc il a coupé le fil de la pompe. Donc la maîtresse était paniquée, évidemment, et puis donc du coup Arnaud a été appelé, il faut mettre un patchem là, changer le cathéter, donc tout ça, ça perturbe un peu effectivement la vie au quotidien, l'épuisement et le fait de devoir être disponible pour l'enfant nous a obligés en tous les cas à adapter notre mode de vie et contraint Arnaud à aussi arrêter de travailler pour être plus présent et me soulager moi aussi. Et du coup, c'est de là qu'est née un petit peu l'idée d'Acadia, puisqu'on s'est demandé, comme je pense tous les parents, après la période de culpabilité, de se dire mais qu'est-ce qu'on a fait pour avoir cet enfant et comment on peut faire marche arrière, etc. Et qu'on voit que c'est pas possible, on se dit bon il faut trouver des solutions pour au moins nous soulager au quotidien. Et le quotidien, c'est souvent les nuits finalement, pour avoir des nuits récupératrices. Et donc c'est là qu'on s'est intéressé à des solutions différentes et qu'on a effectivement identifié des possibilités à l'international de chiens d'assistance pour alerter au niveau du diabète. Alors je me permets, avant de passer à comment est né Acadia aussi, j'aimerais revenir sur après le diagnostic quand même de Théovic, du diabète. Est-ce que vous avez été accompagné par les professionnels de santé? Quel accompagnement vous avez eu? Ou sinon, qu'est-ce que vous avez mis en place pour chercher les informations dont vous aviez besoin? Alors, c'est vrai que la découverte du diabète, on l'a vécu un peu différemment tous les deux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que du jour au lendemain, et du coup c'est très brutal, on doit apprendre à vivre différemment. Et très rapidement, du jour au lendemain, 24-48 heures, on doit tout apprendre sur une maladie qu'on ne connaît pas très bien en termes de thérapie, sachant que la thérapie, c'est pas celle qui guérit, c'est celle qui permet de vivre. Effectivement, c'est d'apprendre le régime alimentaire, compter les glucides, comprendre comment fonctionne l'insuline, comment fonctionne la pompe, comment est-ce qu'on fait des dextros, tout ça très rapidement, des choses qui sont très très pratiques, qui permettent d'assurer la vie au quotidien. Et le quotidien, comme disait Swan, c'est le jour et la nuit. Donc en fait, on doit apprendre des gestes en 24-48 heures, des gestes sur lesquels on ne connaît pas à l'avance. Et donc du coup, on est accompagné, dans ce contexte un petit peu brutal, on a été très bien accompagné par les services de pédiatrie, infirmiers, médecins, aides-soignants, pour nous aider là-dessus, pour avoir aussi à la fois les gestes techniques, mais aussi l'aspect rassurant, parce qu'on a beaucoup d'angoisse sur est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, est-ce que le petit le ressent, un truc tout bête, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de capteur du type freestyle, capteur sans contact. On faisait vraiment du dextro avec la goutte de sang. Et la nuit, mais ça va le réveiller.
Et en fait, l'aide-soignante ou l'infirmière, pardon, elle disait non, non, ça ne va pas le réveiller. Et nous, on disait, mais si, ça va le réveiller. Mais en fait, non, ça ne le réveille pas. Donc eux, ils savent. Donc on a été accompagnés par eux. Et après, on peut être accompagné aussi par des associations. On nous a invités à rencontrer d'autres parents, des proches, des aidants, etc. Mais en fait, comme on est sous le choc, en fait, et je pense que c'est assez propre à pas mal de familles, finalement, de se refermer un peu sur soi. Nous, en tout cas, ça a été notre cas. On n'est pas spécialement allé vers des associations de famille tout de suite. On a mis quelques années. D'ailleurs, on avait contribué à la création d'une AJD locale qui s'appelait La Tribu à Valence. Donc AJD, c'est Association Jeunes Diabétiques, hein, pour rappel. Voilà. Donc on a été accompagné du mieux qu'il le pouvait par les équipes de pédiatrie. Et après, c'est nous qui avons fait notre chemin. Voilà. D'accord. C'est beaucoup d'expérience. Oui. Et vous parliez justement de tout ce qui était modification un petit peu de l'alimentation. Est-ce que vous avez été accompagné par un diététicien à ce niveau-là? Alors pendant l'hospitalisation, on a eu des rencontres avec le diététicien et après on a fait des stages d'insulinothérapie fonctionnelle à l'Institut Saint-Pierre, à Palavas, où effectivement on a eu des choses beaucoup plus poussées sur 5 jours, où effectivement on a plusieurs rendez-vous avec la diététicienne pour apprendre des choses. Donc en fait l'objectif c'est pas de changer son alimentation, pour certains ça peut être de la rééquilibrer, mais nous on mangeait à peu près, on va dire à peu près équilibré, à la fois des féculents, à la fois des légumes, protéines animales, enfin tout ce qu'on... Comme on mangeait de tout, quoi. Et donc après, on a essayé justement de ne pas trop le modifier pour que finalement, quelque part, il n'y a pas besoin de le modifier, il y a besoin de l'équilibrer, de le vérifier, etc. Mais aussi pour rester dans un modèle de vie comme on avait, pour ne pas changer. Parce que si la maladie entraîne des changements importants, dans ce cas-là, ça devient vraiment du handicap, à mon sens. Le handicap, c'est à partir du moment où on a des difficultés à faire les choses comme tout le monde. Voilà. Donc on n'a pas changé forcément beaucoup de choses au niveau de notre alimentation. Par contre, on a été attentif sur le comptage des glucides, sur l'équilibre, sur le pesage, sur le poids, etc. C'était très contraignant, c'est-à-dire qu'il peser chaque aliment. Peser chaque glucide, etc. On était très précis d'ailleurs là-dessus. Je me rappelle, il fallait 25 grammes de pain, je mettais 23 grammes, je dis non, ça va pas 23 grammes, il faut rajouter 2 grammes. C'était très très dur au début parce qu'on pensait qu'il fallait très très précis. Avec le temps, ça s'amenuise et on fait un calcul de glucides un peu plus approximatif. Et je sors la balance quelques fois, mais de moins en moins. Au début, on pesait absolument tout. Mais du coup, ça a aussi un peu calibré notre œil pour maintenant, après plusieurs années, se dire, bon là, il y a à peu près tant. Et puis, voilà. Mais régulièrement, on ressort la balance pour finalement réétalonner notre œil. D'accord. Même encore aujourd'hui, où Théovic, du coup, est... D'accord. Très bien. Et justement, donc vous nous avez parlé de votre quotidien suite à ce diagnostic-là. Et vous avez aussi eu l'arrivée de votre deuxième enfant. Donc voilà, donc vous êtes retrouvés avec deux jeunes enfants en bas âge. Comment vous avez vécu justement ça? Parce qu'un nouveau-né, c'est très prenant, j'en sais quelque chose. Et en plus, du coup, j'imagine l'inquiétude un petit peu constante par rapport à Théovic. Donc il y avait à la fois l'inquiétude par rapport à Théovic et puis la gestion d'un nouveau-né. Et puis à l'hôpital, le médecin qui nous demande si on veut faire tester notre fille pour voir si éventuellement elle a un terrain diabétique. Et donc je me souviens très bien de ma réponse parce que j'ai dit non, parce que on prendra ce que la vie nous donne. La vie nous donne quelques épreuves et en même temps si ça tombe sur nous, on sait faire. Donc c'est mieux peut-être que ça tombe sur nous que sur quelqu'un d'autre. Donc voilà la réponse que j'ai faite. Et donc du coup, on ne sait pas si notre fille a ce terrain diabétique ou pas, mais en tous les cas, elle pour le moment, elle n'est pas diabétique. Elle est très impliquée dans Acadia. Elle fait beaucoup de choses pour Acadia et pour son frère. Et c'est très dur d'être, je pense, dans une fratrie avec un enfant malade, quelle que soit la maladie d'ailleurs, je pense. Parce que les frères et sœurs vivent souvent cette injustice, à la fois en empathie pour le frère qui est malade, là, en l'occurrence. Je me souviens que quand on changeait le cathéter de Théovic, il avait à peu près 4-5 ans, et Malou, donc 2 ans, 3 ans.
Elle lui caressait les cheveux en disant t'inquiète pas, je suis là, etc. Elle était très proche de son frère et elle était dans l'empathie. Et en même temps, elle avait beaucoup de demandes de notre part parce qu'elle avait le sentiment d'être oubliée parce qu'on s'occupait beaucoup de son frère. Et elle n'avait pas forcément compris qu'il y avait la maladie qui prenait du temps et que ce n'était pas une attention qui était portée sur son frère et pas sur elle. Il a fallu beaucoup expliquer qu'effectivement, il y avait son frère et la maladie et essayer de les dissocier pour qu'elle comprenne que le temps passé, il n'était pas que pour son frère, mais il était aussi pour la maladie. Parce que, pardon, et Malou, vous le témoignez justement, ça, ou avec ses mots Pas à au début, elle? en tout Non. cas. On a mis du temps à identifier qu'il y avait un truc, un mal-être. Voilà. Après, on a toujours été un peu expliqué à Emalou, mais on a été beaucoup plus une fois qu'effectivement ce mal-être il a été ressenti par nous et qu'il a été exprimé par Emalou. Et comment vous l'avez ressenti justement? Parce que j'imagine qu'en tant que parent, vous êtes un petit peu tiraillé entre la survigilance permanente par rapport au diabète de Théovic. Et bien, elle faisait beaucoup de colère, elle était assez colérique. Et donc, du coup, ça signifiait quelque chose. Hein. Elle demandait de l'attention par sa colère, donc on devait être présent par sa colère. Et puis, à un moment donné, peut-être en discutant aussi avec d'autres personnes, hein, c'est important de discuter avec d'autres personnes, on s'est vraiment dit qu'elle était en manque d'attention. Et nous, on n'avait effectivement que le temps qui nous était imparti, parce que ça prend beaucoup de temps, la gestion du diabète. Hein, donc, du coup, on s'est dit, il faut lui expliquer les choses autrement. Et en lui expliquant les choses autrement, elle a elle-même posé les mots. Et je me souviens, on a eu une interview télévisée pour Acadia. Et la journaliste a pris les deux enfants à part pour les voir évoluer ensemble et jouer ensemble. Et elle a interviewé Emalou. Et vraiment, on était très étonnés de son interview parce qu'elle a posé les mots exactement comme elle les ressentait en disant je sais que mon frère est malade et que pour mes parents, ça demande du temps. Et je sais qu'il y a un temps pour la maladie et un temps pour lui. Donc elle avait vraiment compris. Et donc de ce jour-là, je pense que c'est passé un peu mieux. Et elle s'est mise à consacrer du temps aussi à l'association Acadia, en faisant de la couture pour les capes. Oui, pour les ateliers coup de patte, oui. Pour les capes des chiens. Elle a aussi entraîné le chien de famille qu'on avait pour qu'il essaye de détecter. C'est elle qui faisait l'éducation du chien qu'on avait. Oui, parce qu'on peut peut-être préciser à nos spectateurs que Solène Arnaud sont donc les fondateurs d'Acadia, mais paradoxalement, ils n'ont pas de chien Acadia. Oui, on a un chien voilà. Acadia. C'est l'histoire des cordonniers. C'est ça, je sais. Mais aussi surtout parce que Théovic est très très timide et il ne voulait pas ni photo ni se mettre en avant. Donc du coup, on a préféré respecter ce choix et puis aussi peut-être on se sentait peut-être assez fort pour gérer le diabète nous-mêmes et pouvoir l'accompagner et qu'on s'est dit que d'autres personnes en avaient plus besoin que nous. Je pense qu'il y a aussi deux autres choses dans le fait que le chien qui est à la maison, qui est là et qu'on voit sur pas mal d'images d'Acadia. Donc le berger blanc suisse. Le berger blanc suisse. C'est que la première chose, c'est qu'en fait Théovic, lui, il avait besoin d'un copain et pas spécialement d'un copain qui va détecter ses crises d'hypo ou d'hyper. Ça, c'est vraiment un élément important. Et l'autre élément important, c'est que ce chien, il est arrivé avant qu'on commence en fait les formations des chiens Acadia. Et en fait, le chien était déjà désensibilisé en fait à l'odeur des variations de glycémie. Du coup, c'est très compliqué de reprendre une éducation d'un chien qui a été au contact du diabète et de le reformer. Donc, il y a aussi un aspect technique. Et dans cet aspect technique, il y a aussi le fait que nous, on n'est pas éducateur canin. On est parents d'enfants diabétiques et c'est pour ça qu'Acadia recourt à des éducateurs dont c'est le métier d'éduquer des chiens et que ça, il ne faut pas confondre les deux et dans la qualité, la performance du chien, c'est très important de voir aussi que il y a un gros travail derrière, un travail très technique pour l'éducation du chien. Et chacun son métier. Oui, c'est sûr. On ne peut pas s'improviser éducateur. Et vous relevez un point important, c'est que Théovic avait besoin d'un copain
qui lui apporte aussi un certain bien-être dans la gestion aussi de sa maladie en parallèle. Et c'est aussi l'un des objectifs d'Acadia, c'est former des chiens d'assistance, certes, pour la gestion de la maladie, mais aussi pour apporter une meilleure qualité de vie. Tout à fait. Les chiens d'Acadia, ils sont formés à détecter les variations de glycémie. Donc là, on est dans l'aspect, on va dire, sécurisation et complément aux protocoles médicaux. D'accord. Ça ne remplace pas le traitement. C'est un complément à sa mesure. Mais l'autre point que cela apporte, c'est, au-delà de la sécurité, c'est l'aspect médiateur, qui est vraiment, vraiment important. Et d'ailleurs, on sera peut-être amené à en reparler dans cette interview sur les projets scientifiques d'Acadia. Et cette médiation, elle est importante parce que, à la fois, ça soulage les parents, et à la fois, ça permet à l'enfant de gagner en autonomie. Oui. Parce que justement, il a moins ses parents sur lui, il sait qu'il peut faire confiance à quelqu'un d'autre, et aussi le chien est son confident et son aidant, etc. Et il en est un peu responsable aussi. Et il en est un peu responsable, donc il prend de la responsabilité et de l'autonomie à travers l'aide du chien, effectivement. Alors, il y a Mélanie, bonjour Mélanie, qui nous demande s'il est possible d'expliquer les épreuves liées à la création de l'association. Est-ce qu'on a eu besoin de beaucoup d'apports financiers? Alors, pour les débuts, c'est un vrai travail de défrichage, hein, j'imagine, la création d'une structure de toute façon. Alors, pour refaire un peu l'histoire chronologique de l'assaut, en fait, le diabète de Théolix est arrivé en fin 2007. Bon, on apprend à vivre avec. Courant 2011, je crois, on commence à réfléchir à comment est-ce qu'on peut essayer de s'aider, et on découvre en fait qu'il y a des chiens d'assistance pour le diabète qui existent outre-Atlantique. On fait plusieurs démarches de 2011 à 2014 pour aller rencontrer des gens, échanger, etc., pour essayer de faire venir ce savoir-faire en France. On crée l'assaut en 2015, mais jusqu'à maintenant, on a fait tout ça sur nos deniers. D'accord ? On n'a pas trouvé de financement. Il fallait qu'on ait une structure pour pouvoir rechercher des financements. Et effectivement, on pouvait commencer à former des chiens. On a commencé à former des chiens en 2017, et ça, on l'a fait grâce à une fondation d'entreprise, qui est la fondation d'entreprise GESINA, qui a été la première fondation à nous faire confiance. Et qui nous accompagne encore aujourd'hui. Et qui nous accompagne aujourd'hui, donc c'est un partenaire historique, et qu'on remerciera jamais assez. Et qui a financé finalement la première session de formation à la fois des chiens mais aussi des éducateurs qui formaient ces chiens pendant 1 an, et qui a permis la remise de 3 chiens en mai-juin 2018. Voilà. Et donc le montant qui a été émis, c'était 30 000 euros. Voilà. D'accord. Voilà. Mais cela dit, nous nous étions engagés au préalable, avant que la fondation nous accompagne, à engager cette formation, pour montrer que nous aussi, bien sûr, on y croyait. Et donc c'était voilà, une prise de risque à hauteur de 30 000 euros pour construire. Vous êtes engagé vous-même personnellement, à la fois en énergie et en financièrement. Donc là, on est sur le matériel. Après, les choses ont découlé, etc. Mais voilà. Après, l'application, elle a été assez forte au niveau du temps, assez forte aussi au niveau de l'intensité, parce qu'en fait, Acadia a fait des chiens de diabète, mais c'est la première asso en France à faire des chiens dédiés au diabète. Et du coup, on est dans quelque chose où rien n'a été fait, donc on défriche. Et nous, on n'était ni dans la santé, ni dans le chien, ni dans le handicap. Donc en fait, effectivement, au-delà de la question matérielle, il faut effectivement tout défricher. Et ça, c'est relativement long. On le fait en parallèle à nos emplois respectifs. C'est un investissement qui est important et un engagement moral qui est fort, qui est aussi lourd par moment, quoi. Parce qu'au début, on rentre, on va dire, on va sur quelque chose de nouveau, personne ne connaît, donc il y a des gens qui trouvent que l'idée est belle, mais est-ce que ça fonctionne? En fait, tant qu'on n'aura pas fait de chien, on ne sait pas si ça fonctionne. Et oui, et d'où l'intérêt du projet scientifique d'Acadia, qui est donc de prouver, en tout cas de démontrer que grâce à l'odorat des chiens, on peut détecter les variations glycémiques chez les diabétiques, et aussi apporter un certain complément. Voilà. Alors, il y a 2 choses, c'est qu'au départ, effectivement, étant donné qu'il y avait peu d'études sur la possibilité, ou alors la certitude que le chien détecte une odeur liée au diabète,
Donc la première démarche scientifique qu'Arnaud a réalisée, c'était de mettre en œuvre, en rencontrant le CNRS, etc., de mettre en œuvre le test et la vérification que le chien était en capacité de détecter quelque chose. Et en fait, on n'a même pas eu besoin d'aller jusqu'au bout de cette démarche scientifique, puisque entre-temps, il y a eu des études qui ont prouvé effectivement, d'autres études, notamment aux États-Unis, qui ont mis en évidence qu'effectivement, sans aucun doute, le chien détectait le diabète. Ouais, initialement, on avait 3 projets scientifiques dans Acadia. Le premier qui était effectivement de vérifier que le chien était capable de détecter des variations de glycémie. Le deuxième, c'était d'essayer d'identifier quelles molécules, au pluriel, étaient significatives de ces variations de glycémie. Projet très difficile parce qu'en fait, c'est chercher une aiguille dans plusieurs mules de foin. Et le troisième, c'est que si on a des chiens qui sont capables de détecter les variations de glycémie, et si on le remet à quelqu'un, est-ce qu'au final, ça améliore sa vie ou pas, entre les bénéfices et la charge que ça peut représenter. Alors il se trouve effectivement, comme le disait Solène, que sur le premier projet de vérifier la capacité des chiens à détecter les variations de glycémie, il se trouve qu'aux États-Unis, il y a une étude qui a été faite, et il se trouve que cette étude a été faite notamment par le docteur Jennifer Catet, avec qui on travaille aujourd'hui. Du coup, elle a publié avant nous, mais c'est une très bonne chose parce qu'en fait, on agit tous dans le même sens. Donc c'est très bien parce qu'on a gagné du temps, et puis ça nous a aussi permis de nous rencontrer. Voilà. Par contre, aujourd'hui, effectivement, Acadia travaille sur ce troisième volet, l'amélioration de la qualité de vie, sur lequel il y a un projet en cours avec plusieurs équipes de recherche à plusieurs endroits en France et qui avance. Par contre, c'est un projet de long terme puisqu'en fait, on va analyser l'amélioration de la qualité de vie à la remise du chien, puis aussi après avec le temps. Ouais. Donc c'est un projet de long terme. Et donc vous avez parlé de Jennifer Catet. Donc pour information, Jennifer Catet, du coup, elle est spécialisée dans l'éducation canine et c'est la personne elle est franco-américaine déjà et donc elle vient tout droit des États-Unis et c'est elle qui forme en fait nos éducateurs à l'alerte diabète. Voilà. Et donc c'est elle qui encadre aussi tout l'aspect formation des chiens. Elle vient en France tous les 2 mois. Tous les 2 mois à peu près, donc 5 à 6 fois par an. Voilà. À noter qu'aux États-Unis, la réglementation sur le chien d'assistance est différente, parce que là-bas, c'est un business avec des entités économiques. En France, c'est différent. Il y a toute une réglementation qui, à mon sens, est bonne, à savoir que ça ne peut pas être à but lucratif. Donc on est forcément dans des associations ou des ONG qui vont remettre ces chiens gratuitement. Voilà. Voilà. On est sur un modèle associatif et donc Acadia fait partie d'une confédération en France qui regroupe plusieurs domaines du chien d'assistance et donc qui s'appelle Canidea. Et donc effectivement on travaille sur la mise à jour un petit peu de la réglementation du chien d'assistance en France et on essaye aussi de plaidoyer au niveau européen. Alors c'est vrai que la création de Canidea est liée notamment à l'apparition de plusieurs associations qui exerçaient sur des champs différents du chien de guide d'aveugle ou du chien d'aide à la mobilité. Il y a eu effectivement des sujets sur l'autisme, sur l'épilepsie, voilà, et donc du coup il y avait une nécessité aussi à réunir ces gens-là, à s'assurer effectivement les standards aussi du chien d'assistance étaient bons, mais aussi faire évoluer la réglementation parce que grosso modo avant le critère du chien c'était d'être jaune et de ressembler à peu près à un labrador, quoi. À peu près. Voilà. Donc du coup aujourd'hui on a beaucoup de labrador jaune et noir, mais surtout, on a aussi fait évoluer les standards, d'autant plus que nous dans notre projet on souhaitait aussi travailler pas seulement avec des chiens d'élevage mais aussi avec des chiens de refuge. Et pourquoi avec des chiens de refuge? Parce que nous on n'avait pas la capacité au début du projet, puisqu'on n'avait rien, à faire des naissances, à avoir un chenil, à les éduquer pendant 2 ans, etc. Et donc c'est la double mission d'Acadia aussi, c'est-à-dire qu'au départ il y a quand même l'accompagnement du jeune diabétique, mais il y a aussi du coup offrir une nouvelle vie un petit peu aux chiens qui sont dans les refuges. Oui, tout à fait. Ça fait aussi une des valeurs importantes d'Acadia. L'idée c'était quelque part le message aussi, c'est de dire que finalement on rassemble deux êtres. Oui. C'est important, 2 êtres qui ont été impactés par la vie. Et voilà, alors ce qu'on y trouve aussi chez le chien de refuge, c'est pour les chiens qui sont comme ça, c'est aussi un très grand attachement à l'humain. Et ça, on a besoin de chiens qui sont pot de colle pour être collés à leur maître et créer un lien vraiment très fort.
Oui. Alors aujourd'hui, quel rôle vous jouez dans Acadia justement? Parce qu'au début, c'était beaucoup d'investissement pour vous. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez pris un peu plus de recul? Enfin, quel rôle vous avez dans l'association? Alors, Solène est présidente déjà, Oui. et moi je suis administrateur. Voilà. donc, voilà. Donc, pris du recul, oui, et en même temps encore très impliqué, parce qu'on aime voir grandir l'association et participer, et c'est beaucoup d'énergie rassemblée autour d'un conseil d'administration bénévole qui est composé de 7 personnes. Et tous très impliqués, donc on fait beaucoup de réunions pour essayer d'envisager comment on peut aider pour faire grandir l'association, et puis aussi pérenniser faisant, en accordant à Acadia des ressources supplémentaires et en prenant aussi quelques risques financiers. Et on a plaisir à voir grandir l'association de jour en jour, j'allais dire, et puis peut-être l'étendre demain à la France entière. Et ça, Voilà. ça me ferait très plaisir d'avoir de plus en plus de chiens à remettre, puisqu'on a de plus en plus de demandes. Et du coup, nous l'avons dit, Acadia a été fondée en 2015, donc ça fait maintenant 7 ans. Quand vous comparez Acadia il y a 7 ans et Acadia maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Au début, Acadia, c'était une idée dans notre tête, puis après on a cheminé, ensuite on a posé des choses sur des papiers, on a fait des présentations PowerPoint à des gens pour leur expliquer le projet, pour essayer de valider cette idée, d'obtenir des fonds, etc. Voilà, on s'était fait un plan en fait de croissance, et avec un objectif qui était de faire une dizaine de chiens, 10 à 20 chiens par an. On y est quasiment arrivé, c'est juste que ça a pris quelques années de plus, 2-3 ans de plus que prévu, mais vous savez, au début on voit toujours les choses dans le cas idéal, et voilà, aujourd'hui je pense qu'on est arrivé à mon sens aux objectifs qu'on s'était fixés. Par contre, entre-temps, la vie continue, et du coup, c'est pas qu'on se fixe d'autres objectifs, mais on imagine d'autres possibilités. Effectivement, il y avait une question qui était de pérenniser l'association et d'améliorer la qualité du service et de l'apport de ces chiens auprès des familles. Et aujourd'hui, on a d'autres idées de projets, parce que finalement, aujourd'hui, on a une expertise sur l'olfaction. On a aussi une démarche à la fois d'éducation dans les process qui peut servir sur d'autres applications. Voilà, donc développer en soi, c'est pas forcément une fin en soi, mais on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui pourraient être faites. Ça a beaucoup changé parce que déjà on a commencé comme une start-up à la maison. On recevait les éducateurs et les chiens à la maison, et on a eu la chance d'avoir une structure du village de Livron-sur-Drôme qui nous accueille dans une ancienne école, donc c'est tout un symbole autour de l'éducation aussi, et du rassemblement et du partage. Donc le lieu en lui-même nous a permis de mieux structurer et d'accueillir aussi tous les éducateurs dans de meilleures conditions. Voilà, donc nous sommes actuellement dans cette école dont vous parlez. Juste par rapport à l'olfaction, donc il y a Mélanie qui nous demande si les Malinois sont plus sensibles que d'autres chiens, ou s'il y a une race plus sensible avec un odorat plus sensible. Donc nous ne sommes pas éducateurs, mais en tout cas, le retour d'expérience que l'on a, c'est que a priori, il y a, en dehors des chiens dans certaines catégories, du type American Staff et ça, on peut prendre à peu près tous les chiens. Par contre, notre retour d'expérience, c'est que il nous faut des chiens plutôt avec un long museau pour avoir un peu plus de capteurs et avoir une plus grande acuité en termes de détection olfactive. Et il nous faut des chiens, en fait, on choisit des chiens qui ont plutôt un gabarit moyen, parce que ces chiens vont avoir un rôle aussi pour soutenir aussi les personnes de manière très physique. Voilà, donc on est sur des chiens de gabarit moyen. Voilà, mais il n'y a pas une race en particulier en dehors des chiens classés. Voilà. Et surtout, par contre, il y a d'autres critères, c'est que le chien soit gourmand. C'est le comportement. Presque, comme on est en éducation positive, on ne joue que sur la récompense d'un bon comportement. Et récompense alimentaire. Et récompense alimentaire, notamment. Donc il faut effectivement des chiens assez gourmands, parce que du coup, ils apprennent beaucoup mieux et ils conservent mieux leurs acquis aussi. Voilà. On cherche des gourmands et des pots de colle. Voilà.
Super. Et donc oui, donc à Acadia, on a de toutes les races de chiens. Ça va du croisé labrador au caniche, au croisé berger. Enfin voilà. Donc voilà. Combien de... Malinois, pour répondre à la question de Mélanie, Oui, le malinois qui a plutôt un nez Mm. effectivement un peu long pourrait tout à fait convenir. oui, tout à fait. Après, il y a la question du profil de chien, mais ce qui compte aussi, c'est le matching qu'il peut y avoir entre le chien qui Et a la été famille. formé et la famille. Bien La sûr. famille est tout aussi importante que le chien. L'idée, c'est de faire le bon binôme, entre guillemets. Et c'est aussi ce qui justifie, en plus de nos capacités RH et financières, c'est aussi ce qui justifie parfois le délai d'attente quand même entre le dépôt de dossier d'une famille et l'attribution d'un chien. C'est-à-dire que si une année on n'a pas de chien qui correspond à l'environnement familial ou enfin, aux habitudes, au rythme de la famille, et ben, du coup ça sera repoussé en fait jusqu'à ce qu'on ait La bonne paire. le bon chien, ouais, voilà, le bon binôme. Tout à fait. C'est vraiment très important parce que c'est ce qui garantit la réussite du projet familial ensuite. Oui. Effectivement, parce que le chien au sein de la famille joue vraiment un rôle fédérateur. Et comme on parlait des frères et sœurs, c'est aussi important d'avoir un chien pour que les frères et sœurs se sentent impliqués, déchargés aussi, à la fois. C'est très ambigu, mais le chien est très fédérateur dans la famille. Mais c'est vrai qu'on est très attentif à tout le cadre de vie, c'est-à-dire qu'il y a des chiens qui seront plus actifs, d'autres qui le seront moins, certains qui vont avoir des peurs, d'autres pas. Donc en fonction de ça, on va choisir si c'est en ville, en milieu urbain, s'il y a d'autres animaux. Enfin, il y a un grand nombre de critères et il y a pas mal de réunions qui se font justement pour l'étude de ces dossiers et le fait d'appairer une famille à un chien, quoi. Donc c'est un gros travail. Voilà. Et donc c'est aussi l'éducateur canin qui s'occupe d'un chien qui participe à l'attribution du binôme, enfin, de la Oui. famille. Mais néanmoins, la sélection, elle se fait quand même sur un point important, sur le fait que le chien doit être le plus aidant possible par rapport à l'équilibre glycémique de la personne. Parce que l'objectif, c'est toujours de tendre vers un équilibre glycémique et du coup une qualité de vie meilleure et plus longue pour la personne diabétique. Parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment être vraiment efficace et accompagner la personne diabétique. C'est le sens que l'on donne à l'association et la vocation, c'est d'être le plus présent possible pour que la personne qui est diabétique se sente soutenue et que ses qualités de vie soient meilleures. Oui. Et du coup, on avait une question sur le nombre de chiens que nous avions remis jusqu'à présent. Je vais me permettre de répondre. Alors, sauf si je me trompe, mais voilà. Donc la dernière remise était en novembre 2021 et nous avons remis du coup 21 chiens depuis 2018. Hein. C'est bien ça. C'est ça. Les 3 premiers chiens, c'était en 2018. On en a remis 5 l'année d'après. Et là, on est sur de remises de 6 à 10 chiens en général. Et là, on a 21 chiens. Après, on a été aussi. Il y en a 5 en formation actuellement. C'est ça. Il y a une remise prochainement. Il y en aura 2 cette année, oui. En avril et en octobre, si tout se passe bien. Alors, je voulais rajouter quelque chose justement sur le fait de faire la bonne paire, le bon binôme entre les familles et les chiens. Le chien, il va être formé de façon très précise. En plus, la particularité d'Acadia, c'est que le chien, il n'est pas dans un chenil et il travaille la journée. Et le chien, il est chez l'éducateur. D'accord. Donc l'éducateur le connaît vraiment très bien. On a une très bonne expertise de chaque chien. Voilà. Par contre, sur la famille aussi, il y a un truc qui est important, c'est que le chien, s'il est formé, ça ne va pas être le sauveur. Et il faut que la famille soit à la fois très impliquée sur la gestion du chien, mais aussi sur la gestion de son propre diabète, parce que le chien ne va pas, on va dire entre guillemets, sauver une personne qui va être tout le temps en hyperglycémie, parce que le chien, lui, il doit avoir des moments, pour pouvoir sentir les variations de glycémie, il faut que des fois on soit en bonne glycémie aussi. Donc ça, c'est un critère qui est très important. Et une famille qui ne va pas s'impliquer dans la gestion du diabète, elle ne pourra pas avoir de chien. C'est malheureux, mais ça ne fonctionnerait pas. Voilà. C'est pour ça qu'on est d'autant plus exigeant aussi sur le retour des familles. On a tout un protocole, effectivement, sur le suivi des courbes glycémiques, etc., avec des fichiers à remplir. Et ça permet aussi parfois une interaction avec le diabétologue. Oui. Et d'ailleurs, donc, ça fait partie de notre processus de sélection aussi, c'est-à-dire que quand les familles qui souhaitent un chien formé par Acadia déposent leur dossier, on demande les courbes glycémiques
pour s'assurer que le chien, après, n'ait pas de phénomène de désensibilisation. C'est ce dont vous parliez. C'est-à-dire que si le chien reste trop longtemps dans la même odeur d'hyperglycémie, forcément, au bout d'un moment, il ne la sentira Il plus. détecte plus. Voilà, ou en tout cas, il ne dira pas « je dois alerter, il se passe quelque chose ». Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de connaître l'environnement de toutes les familles. Enfin, voilà, on pose des questions assez précises dans le processus de sélection de la famille. Et si c'est pas le bon moment, on le dit aussi, c'est pas le bon moment. Et alors la question du bon moment aussi, c'est la question du moment pour l'aspect humain de la famille. C'est vrai que moi j'avais été contacté, mais au tout début, c'était même avant 2015, par une famille qui a eu son chien à la dernière remise de novembre, mais on avait échangé, etc. Et en fait, ils ont eu leur chien maintenant, enfin l'année dernière, parce qu'en fait, entre-temps, il fallait qu'ils fassent leur chemin pour être sûr d'avoir un chien, pour être mobilisé, voilà, parce que le chien, quand il arrive, ça mobilise beaucoup d'énergie, etc. Il faut arriver à ce que ça soit le bon moment, à la fois au niveau du diabète, mais aussi au niveau du contexte familial. Voilà, il faut aussi que ça soit le bon moment par rapport à l'enfant. Donc ça apporte un grand soulagement et beaucoup de bonheur. Mais il ne faut pas négliger la charge que ça peut occasionner aussi pour permettre au chien d'entretenir ses acquis et d'être vraiment efficace auprès de la personne concernée. C'est pour ça aussi, du coup, on a beaucoup de gens qui identifient Acadia à la découverte du diabète. Parce qu'on cherche des informations. Donc on a des dossiers avec des diabètes relativement récents. Pour nous, c'est pas le bon. Enfin, pour nous et pour la famille, en fait, c'est pas le bon. Parce qu'il faut déjà apprendre à vivre avec le diabète plutôt que d'avoir à apprendre à vivre avec le diabète et un nouveau chien. Et puis on parle de la fameuse lune de miel, hein, c'est ça Et donc c'est la période qui suit le diagnostic finalement où le diabète n'est pas très stable. Oui, tout à fait. Donc il faut laisser le temps. Et donc nous avons une question justement. Acadia remet des chiens à des familles dont l'enfant a minimum 6 ans. Pourquoi cet âge minimum-là ? Il y a un âge minimum, en fait il y a plusieurs cas de figure. En fait on remet des chiens soit des enfants relativement jeunes, 6-7 ans, en dessous ils ne sont pas capables à la fois de gérer, mais c'est vraiment trop jeune, quoi. On remet des chiens à des ados assez jeunes, 12-13 ans, et puis aussi à des jeunes adultes, afin qu'ils s'autonomisent et qu'ils puissent par exemple quitter le nid familial, aller faire leurs études, commencer à travailler, prendre leur voiture, etc. Pour les enfants relativement jeunes, en fait, les référents du chien, ce sont les parents, parce que le jeune enfant, il n'a pas la capacité à gérer suffisamment bien le chien. Chez les ados de 13-14 ans, on est un peu entre les deux. Voilà. Mais du coup, on choisit un référent en fonction de la maturité de l'enfant et de la famille. Et puis chez les jeunes adultes, là, c'est effectivement les jeunes adultes eux-mêmes. Les jeunes adultes eux-mêmes qui sont référents. C'est vrai qu'avant 6 ans, avant 6 ans, c'est beaucoup trop tôt. Et puis, on doit permettre à l'enfant d'évoluer avec sa maladie. Et c'est souvent à l'âge aussi de l'adolescence où l'enfant a besoin de prendre plus d'autonomie. Et là, son chien est vraiment important pour cette période-là. Et il y a aussi toute la partie éducation du chien, où le chien doit pouvoir créer un lien avec la personne qu'il doit détecter aussi. Et donc, c'est assez compliqué avec les plus jeunes enfants. Et après, ça sera plutôt une question à reposer aussi lors d'un prochain diabéton, où on aura des éducateurs canins qui seront invités. Donc voilà, on aura plus de détails là-dessus. Il y a Aurore, bonjour Aurore, qui nous pose la question, qui nous dit que la présence du chien permet aussi la stabilité un petit peu émotionnelle de l'enfant, et qui nous demande s'il y a eu des expériences sur le sujet. Donc je pense que ça fait directement référence au projet scientifique dont on parlait. Tout à fait. C'est vrai que la question du bien-être psychique et l'effet de modération des glycémies, nous on l'a vu par exemple sans parler de chien, mais quand notre fils il allait à la mer ou à la montagne, au bout de 24 heures, parce qu'il était bien, on le voyait, il se roulait dans le sable, dans l'eau, dans la neige, voilà. Et bien en fait, au bout de 24 heures, ces glycémies avaient tendance à se stabiliser, à avoir moins de pics. Et du coup, moi j'ai mis ça sur le compte du paramètre bonheur. Du paramètre bonheur, quoi. Alors il y a sans doute plein d'hormones qui fonctionnent quand on est bien, enfin on le sait. Puis il y a l'activité physique aussi qui sert à réguler. Il y a l'activité physique. Au ski, on peut dire effectivement aussi le fait d'être dans un milieu froid, d'avoir une dépense physique,
venir baisser les glycémies, c'est pour ça aussi qu'on a des ICO. Mais clairement, nous, des fois... Les journées d'anniversaire où il y avait plein de bonbons à la oui. maison, ça n'a jamais été aussi stable, quoi. Donc, Ah oui. Par exemple, dans la préparation de ce live, il y avait une question qui portait sur les anecdotes. Une anecdote, on part au Canada en voyage, il avait quel âge Théoïque? Ça devait être en 2011, donc il avait 5-6 ans, et on va le premier jour dans une érablière. Une érablière, c'est là où on produit le sirop d'érable. Et là, en fait, vous mangez, mais en fait, vous mangez que des trucs avec du sirop d'érable. Il a mangé du sirop d'érable. Et puis il y avait tout plein d'enfants, et en fait, sur la table, il y avait des bouteilles de sirop d'érable. Mais lui, il croyait que c'était pour boire comme de l'eau. Donc, il s'était rempli des verres de sirop d'érable. Voilà. Et en fait, il a mangé, je ne sais pas combien de centaines de grammes de sirop d'érable, mais comme il a pris du plaisir, comme il était avec d'autres enfants et qu'il retrouvait une certaine liberté, on n'a jamais vu une glycémie comme ça. C'est un truc absolument incroyable. À 100, ah ouais. mais sans une seule variation. C'est assez fou. Alors, attention, hein, on n'est pas en train de dire manger du sirop d'érable et faites n'importe quoi. Pas Cela du dit, tout. on a appris après, parce qu'on s'est renseigné du coup que effectivement le sirop d'érable était... En édulcorant, le sirop d'érable, mais ça reste des glucides. Ça reste des glucides quand même. Donc, voilà, donc on n'est pas en train de dire faites n'importe quoi, mais c'est des expériences qui sont quand même très donc effectivement, le paramètre émotionnel joue énormément dans les variations de glycémie. Et le chien, en ce sens-là, apporte ce bonheur qui fait qu'on équilibre aussi la glycémie par cet aspect médiation. Et donc dans les anecdotes, la première remise, effectivement, on m'a demandé, après le départ du chien et de la famille, on a demandé aux familles de nous envoyer des échantillons d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie pour pouvoir entraîner les chiens suivants. Et là, pendant 15 jours, les 3 familles à qui on avait remis les chiens nous ont dit, mais désolé, on n'a plus d'hyper ni plus d'hypo, on n'arrive pas. Parce que c'est toujours normal. Bon, donc en fait, l'arrivée du chien avait complètement changé l'équilibre glycémique. Donc là aussi, c'était révélateur du fait que le paramètre émotionnel est important dans cette maladie. Et c'est pour ça qu'on travaille dans le projet scientifique, notamment avec des personnes du corps médical, mais aussi pour analyser les courbes, etc., mais aussi avec des psychologues, pour justement arriver à évaluer toutes ces choses-là. Très bien. On va peut-être revenir un petit peu sur le diabète rapidement, et vous en tant que parent aussi, juste très rapidement, pour vous, diabète, ça a été plus synonyme de rupture, de conflit ou de lien avec votre enfant? Je crois que, pour ma part, je crois que chaque enfant est différent et le diabète est vécu de façon complètement singulière pour chacun. Donc voilà. Alors pour nous, ça n'a ni été synonyme de lien plus profond, ni synonyme justement de distance. Je crois que ça a été un élément perturbant dans la prise d'autonomie. Donc ça, c'est clair. Donc plus en grandissant. Et encore plus en grandissant. D'accord. Il y a une dépendance, effectivement, on dit insulinodépendant. Il est clair qu'il y a une vraie dépendance qui peut être élargie à d'autres formes de dépendance. Est-ce que vous avez du mal, vous, à lâcher un petit peu du lest et à lui laisser finalement plus d'autonomie avec le temps? Ça commence aujourd'hui, mais parce qu'aujourd'hui, il aura 16 ans bientôt. Même sans diabète, il y a forcément, faut lâcher la bride un petit peu et que lui commence à faire sa prise d'autonomie. Mais c'est clair qu'à ce niveau-là, c'est compliqué. Voilà, aujourd'hui, on lui lâche un peu la grappe sur certaines choses, mais je parle vraiment de la gestion du diabète. En fait, non, nous, on fait toujours des dextros, etc. Enfin, des dextros avec le capteur. C'est peut-être particulier, mais nous, notre fils, il est vraiment dans le déni de la maladie. Il ne veut pas être malade, et c'est normal. Un enfant n'a pas envie d'être malade. Donc, c'est tout à fait, on conçoit. Mais du coup, il ne s'en occupe pas du tout. Il n'en parle jamais. Il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais révolté. Mais parce que pour lui, il veut vivre comme s'il n'était pas malade. Oui, après c'est aussi un tempérament. Voilà. C'est vrai qu'au début on pensait que c'était de l'acceptation, mais aujourd'hui, je ne sais pas si ça a évolué ou si nous on comprend mieux, mais en tout cas c'est effectivement un peu plus du déni, ça n'existe pas. Donc on lâche la bride, parce qu'il faut bien qu'on lâche la bride à un enfant de 16 ans. Par contre, effectivement, parfois ça se fait au détriment de sa glycémie, parce qu'il va avoir des comportements d'ado ou des comportements de compensation, et voilà.
Voilà. Par contre, pour moi, il y a quand même eu un attachement particulier parce que je m'en suis vraiment beaucoup occupé pendant un certain temps. Et avec des réveils nocturnes, etc., avec l'accompagnement en sortie scolaire, enfin, j'étais tout le temps dessus, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même à 16 ans, ça m'arrive quand je vais contrôler la nuit, lui faire une caresse sur le front ou quoi, et lui parler ou, à haute voix ou dans ma tête, euh, avec une sorte de compassion, d'encouragement, des choses comme ça. Je ne sais pas si je les aurais eues de la même manière pour mon petit qui a 16 ans et qui est presque aussi grand que moi, s'il n'y avait pas eu ça, je ne saurais pas dire. Sans doute que oui, mais je pense que ça fait un petit quelque chose en plus. Sur l'image que vous avez de Ouais, ou votre sur l'attachement à mon fils. Ouais, parce que ça je l'ai fait aussi pour ma fille. oui, oui. Mais là, il y a un truc, un poil différent quand même. Et ça fait référence aussi à ce que Silou nous dit, c'est que le chien lui a permis de ne plus voir uniquement son enfant comme malade, mais un enfant à part entière, avec sa singularité aussi. Donc peut-être que le chien, ça personnifie aussi très positivement et ça met la maladie peut-être en second plan, ou en tout cas ça la rend peut-être plus légère, je ne sais pas. C'est des suppositions. Ouais. Ça, c'est une remarque qu'une maman bénéficiaire m'a transmise. C'est effectivement que le chien est une personnification du diabète et qu'avec sa bonne petite bouille, quand il vous réveille la nuit, plutôt que d'avoir la sonnerie du réveil pour aller tester l'enfant, c'est beaucoup plus agréable. Donc effectivement, ça rend le diabète un peu plus joyeux. Un peu plus fun, ouais. D'ailleurs, il y a un des bénéficiaires qui a son profil, je crois que c'est sur Facebook, qui s'appelle, c'est le profil Facebook, c'est Oasis Axel du diabète et du fun. Voilà, donc, voilà. Et on a des belles expériences justement de changement après le chien. Il y a aussi Shanice qui était très très introvertie et depuis qu'elle a, je crois que c'est Odessa, il me semble, à vérifier, mais et en fait maintenant elle était très très introvertie, puis maintenant elle a fait sa chaîne YouTube et elle va sur Facebook, etc. Et du coup, c'est un changement absolument incroyable et c'est vraiment une belle histoire qui touche, quoi, vraiment. Et du coup, donc Aurore nous demande, elle n'était pas là depuis le début et elle nous redemande, pardon, j'ai perdu la question, excusez-moi, bien, je ne l'ai plus. Je suis désolée. Voilà, elle vous demande depuis combien de temps votre enfant a un chien d'assistance. Alors, je vais me permettre de répondre. Donc, Solène et Arnaud sont les fondateurs d'Acadia. Ils sont également parents d'un jeune qui est DT1. Théovic, qui a aujourd'hui 16 ans, mais qui a été détecté diabétique à 2 ans. Alors, ils ont fondé Acadia, mais comme nous l'avons dit plus tôt, ils n'ont pas de chien d'assistance. Parce que Théovic voulait un copain. Voilà. Il voulait un chien plutôt pour l'aspect médiation, entre guillemets. Voilà, et puis bon, pour vous répondre précisément, nous, le chien était arrivé dans la famille avant, en fait, qu'on mette en place définitivement les process d'éducation et qu'un chien qui est déjà au contact du diabète, c'est très compliqué pour arriver à le sensibiliser à la distinction entre une glycémie normale et une glycémie haute ou basse. Voilà. Très bien. Il y a Cathy qui nous parle d'un diabète joyeux. Voilà, finalement, ça rajoute un qualificatif assez positif. Oui, parce qu'il y a les chiens, ils ont aussi des comportements, des moments qui vont être surprenants. Les chiens vont nous surprendre par telle ou telle réaction, que ce soit par rapport au diabète ou par rapport à d'autres choses. Et puis, ça met de l'animation, ça nous pousse aussi à sortir dehors, etc. Et il y a un truc qui est bien aussi, c'est qu'on s'aperçoit effectivement de la place que peut jouer le chien et donc plus largement un animal dans nos vies et à cette interaction qu'il peut y avoir entre l'animal qui est l'humain et l'animal que sont les autres animaux et c'est quelque chose qui est bien aussi, ça, je trouve. Donc nous allons bientôt clôturer ce live. 2 petites questions pour terminer. Si vous aviez un conseil à donner à tous les parents qui ont pris connaissance du diabète de leur enfant il n'y a pas longtemps, ou les plus anciens, hein, mais quel serait-il? Oui, je dirais que on a souvent considéré que dans le diabète, il y avait de l'urgence, il fallait venir en aide, etc. Je dirais qu'à ces parents qui découvrent le diabète, il y a peut-être
pas d'urgence et il faut prendre le temps de s'organiser, de s'installer et d'être bienveillant évidemment, mais pas considérer qu'on a un rôle immédiat auprès de l'enfant et donc se garder des réserves pour la suite. Donc voilà, je dirais. Pour prolonger ce que dit Solène, c'est le diabète, on n'a pas la thérapie aujourd'hui pour en guérir. Donc en fait, c'est plusieurs marathons les uns à la suite des autres. Donc il faut y aller vraiment, je pense, progressivement. Alors certes, au début, il y a la découverte du diabète qui est une rupture. Donc il faut très rapidement apprendre, comme on l'a dit au début de ce live. Mais il faut se dire qu'on est parti pour de nombreuses années. Donc il ne faut pas se mettre dans le rouge tout de suite, quoi. Voilà. L'autre chose aussi, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus s'isoler, même si au début on a besoin de se recentrer sur soi, il ne faut pas s'isoler, il faut essayer d'échanger avec d'autres personnes, etc. Y compris avec la famille, qui parfois peut ne pas vraiment savoir comment s'y prendre. Et c'est pas un défaut d'intention de vouloir aider, c'est qu'on ne sait pas exactement. La famille, c'est les proches, ils ne savent pas exactement comment s'y prendre. Donc voilà, il faut savoir aussi accepter en tant que parent que ceux qui veulent s'y mettre être tolérants vis-à-vis d'eux et de leurs erreurs, etc. Parce que sinon on va se retrouver sans. Et puis la chose aussi qui est très importante, c'est certainement pas se culpabiliser, quoi. Faire des efforts, mais jamais se culpabiliser sur c'est arrivé, qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. Voilà. C'est beaucoup d'acceptation. Ouais. Une culpabilité de toute façon qu'on a quand même constamment en tant que parent. En tant que parent, tout à fait. Sur tous les choix qu'on peut faire. Et pour terminer, qu'est-ce que vous souhaitez du coup pour Acadia, pour la suite? Peut-être ce que l'on pourrait souhaiter, c'est qu'un jour Acadia soit d'utilité publique. Et donc, de ce fait, ça veut dire, on y est presque, mais il faut beaucoup plus d'adhérents. Donc, je vais surtout encourager les gens qui nous regardent à faire connaître et à adhérer à l'association, parce que l'association, c'est aussi un endroit où on fait de belles rencontres. Et parce que tout le monde est dans le don et dans la bienveillance. Donc c'est important. Et donc, de multiplier le nombre d'adhérents pourrait nous conduire un peu plus près de l'utilité publique et qui générerait, alors qu'est-ce que l'utilité publique, ça nous permettrait d'accéder peut-être à plus de fonds pour éduquer plus de chiens et donc satisfaire et rendre le sourire à beaucoup plus de personnes. Tout à fait. Aujourd'hui, Acadia est une association déclarée d'intérêt général. Le fait de passer reconnu d'utilité publique, c'est à la fois une caution morale qui est très importante, mais aussi effectivement ça permet notamment de pouvoir accepter des legs. On a eu à plusieurs occasions des gens qui voulaient léguer des choses à Acadia pour justement pouvoir pérenniser cette action. On est obligé de les refuser aujourd'hui malheureusement, mais effectivement à la fois sur le côté moral et sur le côté financier c'est important. Donc j'encourage, comme disait Solène, effectivement aux personnes à adhérer, parfois adhérer à plusieurs dans la même famille, mais pour qu'on puisse avoir ce nombre d'adhérents. Et puis aussi de relayer l'information, que cette association existe pour les personnes qui en auraient besoin, et aussi pour l'aspect initiative. Au départ, c'est juste l'idée dans la tête de parents d'enfants diabétiques qui se sont dit, ok, il n'existe rien, on va essayer de le faire. On ne savait pas si ça allait marcher, mais on a essayé de le faire, ça a marché, très bien. Donc dans le message, c'est aussi effectivement que toutes nos faiblesses peuvent devenir des forces. C'est ça. Et qu'on a tous des faiblesses, donc on a forcément tous des forces. Il y a Cathy qui a utilisé un terme que je trouve assez sympathique. Elle parle de dépassement positif de soi dans le diabète. Et donc, pour l'adhésion à Acadia, donc concrètement, ce qui nous sépare actuellement de l'utilité publique, c'est le nombre d'adhérents. Donc c'est pourquoi on vous invite à adhérer à l'association. Comment? Vous avez des formulaires directement en ligne sur notre site acadia-asso.org. Nous allons aussi très prochainement, d'ici la semaine prochaine, partager en masse sur les réseaux sociaux justement cette campagne d'adhésion-là. Donc on vous encourage à adhérer vous-même, c'est à hauteur de 20 €, très concrètement, et à passer le mot autour de vous. Ça nous permettra vraiment d'avoir beaucoup plus d'opportunités
développement et financière. Et de façon très pragmatique, une adhésion à 20 euros, ça représente une dizaine de jours de croquettes pour un chien. Tout Voilà, à de fait. façon très pragmatique, ça représente aussi, je crois, le coût de certaines friandises, ou le coût d'un jouet, ou le coût d'une cape. Je crois que les capes, c'est un peu plus cher, c'est plutôt 35 ou 40 C'est euros. ça. Voilà, et là, pour le coup, c'est une contribution très matérielle. Voilà. Voilà. Donc merci à tous les deux. Ah, J'avais quelque dernier chose à mot. noter aussi, parce que bon, on vit aussi de financement, Oui. et la générosité des particuliers, c'est à peu près un quart de nos fonds, hein, la générosité des particuliers. 75% c'est les entreprises, et sur les dons des particuliers, il y a une défiscalisation à hauteur de 66%. Donc quand on donne 100 euros, en fait ça coûte que 34. Exactement. Merci pour cette précision. Merci à tous les deux pour votre participation. Et vous serez peut-être prochainement invités, on ne sait pas, dans quelques mois. Donc merci à tous les spectateurs et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain Diabéton Parole d'Acadia. À bientôt. Merci à passez tous les une belle journée. bénéficiaires aussi.